Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, de partage, pendant lesquelles vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur et me poser toutes les questions qui vous préoccupent au 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Assiba, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous souhaitez réagir aux propos tenus à l'antenne, exprimer votre point de vue, si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous avez envie d'apporter votre soutien, n'hésitez pas à composer ce numéro pour dialoguer en direct avec nous. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et alors, notez bien, c'est ce soir qu'il y a ce rendez-vous avec vous, un livre pour la nuit. On vous l'avait annoncé hier. Alors, c'est ce soir, enfin, cet événement unique en radio de 1h à 4h30 à l'occasion du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. Europe 1 lui rend hommage en vous présentant un de ses plus grand classique, La Peste. Et c'est Christian Gonon de la Comédie Française qui va vous lire ce livre. Donc vous allez être projeté au cœur du récit de cette terrible épidémie qui touche les habitants de la ville d'Oran en Algérie. Donc c'est de 1h à 4h30. Et si vous ne pouvez pas écouter cette nuit, sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de la lecture dès demain sur le site de la station www.europe1.fr. Mais non, je ne suis pas juste en train de boire un verre d'eau. Je renouvelle l'eau de mes muscles qui, comme les vôtres, sont composés à 75% d'eau. Une eau qui se renouvelle essentiellement avec l'eau que vous buvez. Alors vous aussi, renouvelez l'eau de votre corps avec Evian. Une eau naturellement pure et équilibrée en minéraux. Evian, vivons jeunes. Renouvelez-vous avec la pureté d'Evian. Profitez-en, Evian est en promotion. Date, produits concernés et enseignes participantes sur evian.fr. Vous avez vu les amis, ils doivent trouver que je parle trop de vin dans cette émission, donc ils m'ont mis une publicité pour l'eau. Ben oui, c'est ça, à consommer avec modération. Hein. Allez, bonsoir Jean-Philippe. Jean-Philippe, vous êtes là ? Ouais. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Bonsoir. Parce que moi, je suis un peu fatigué, là. Je vous explique, j'ai perdu mon papa il y a quelques jours. Oui. Je l'ai supporté. C'est pas supporté, je l'ai épaulé pendant, on va dire, énormément de mois. Parce que au niveau de sa maladie, il déclinait. Il devenait malade, c'était pas facile à gérer. Il voyait bien qu'il était... Parce que mon père à l'origine, c'était un homme, on va dire, allez, d'un mètre 85, 110 kilos, qui faisait du bois à la hache, qui cassait au passe-partout. C'était une force de la nature. C'était un homme énorme. Et il y a, depuis jusqu'à 83 ans, les choses allaient bien, puis après, il a commencé à avoir des difficultés respiratoires. Oui. Il a fallu les gérer. Mm-hmm. Au début, ça se gérait à peu près bien. Je lui avais promis de jamais, dans la mesure de mon possible, le mettre en maison de retraite, parce qu'il voulait pas. Il me disait, je veux pas qu'on vende ma maison. La maison, c'est votre patrimoine. C'est pour vous, c'est pour toi et ta sœur. Donc, j'ai dit, on va faire ce qu'on peut. Et à partir de 83-84 ans, il a vraiment décliné d'une façon où il a eu une grosse insuffisance respiratoire. À partir de là,
séjour à l'hôpital, machine d'aide respiratoire à l'hôpital, à la maison, excusez. Il était dur à gérer. Parce que quand il était pas bien, il était agressif. Mais bon, c'était mon père. Et puis, il y avait toujours les yeux et le regard qui faisaient que, même s'il m'agressait, ça restait ce que c'était. Et puis voilà. Puis, j'ai une sœur, qui était loin. Je lui disais, attends, le papa, il est malade, il faut m'aider. Ouais, mais moi, je suis loin. Je te comprends. Quand je l'appelais, des fois qu'il était hospitalisé, puis que j'avais besoin d'un peu de réconfort, il y avait le portable qui sonnait. Ah ben tu m'excuses, il y a ma fille qui m'appelle. Donc j'étais vraiment tout seul, alors que je cherchais du réconfort. Bon, je me suis habitué à ça. J'ai appris à vivre tout seul. Il est resté longtemps hospitalisé, votre père? Non, c'était des hospitalisations de courte durée. Oui. Mais chaque fois qu'il y avait une hospitalisation, on va dire qu'après, il y avait ce qu'on appelle une déclinaison de l'autonomie. Il perdait de l'autonomie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on l'hospitalisait, je savais que quand il rentrerait, il y avait des soucis de plus, oui. Des choses plus graves et plus dures à gérer. Oui. Donc je m'y préparais. Et il vivait chez lui, en plus dans une vieille maison. Oui. Qui n'avait pas forcément de confort, qu'on chauffait au bois. Et vous, vous étiez venu vivre chez lui? Non, j'habitais... à côté. J'habite à Besançon parce que j'ai 80% d'invalidité. Je ne pouvais pas me déplacer facilement. Donc vous étiez à côté de lui? À 10 km. À 10 km, d'accord. Mais je me débrouillais toujours pour me déplacer. D'accord. Il aurait pu m'appeler à 5 h du matin, quitte à payer un taxi, c'était pas le souci. C'était pas le souci, c'était... Donc vous vous sentiez un peu seul. Vous auriez aimé que votre sœur puisse venir non. Un peu... Ouais, mais elle en avait rien à faire quelque part. C'est peut-être pas ça. Ce qui me choque aujourd'hui à la mort de mon papa, oui. C'est que quand mon papa est au funéraire, moi je l'ai vu, ça s'est passé il y a une dizaine de jours. Oui. J'ai encore les images, et puis je les aurai longtemps. J'ai encore les images dans la tête. Quand je l'ai appelé le mardi soir, il m'a dit ouais, avec une voix une voix de gosse qui pleure, je sais plus où je suis, il comprenait plus rien. Il pensait c'est pas s'être levé. J'ai compris qu'il était incohérent, qu'il y avait un gros souci. Oui. Donc, n'habitant pas sur place, j'ai pris un taxi, je suis monté. J'ai appelé son médecin, j'ai dit on fait quoi? On appelle le SAMU, on appelle les pompiers. Elle m'a dit je viendrai voir après mes consultations. Bon, je suis monté, j'avais mon ami qui était... Elle m'a dit, attends, si le médecin t'a dit, c'est pas la peine de monter. Ils vont l'hospitaliser ce soir, demain tu auras des nouvelles. J'ai dit, non, j'ai un pressentiment. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Donc je suis monté à sa maison. Oui. Je suis allé le voir, il était vraiment pas bien. On a parlé un moment, mais bon, je vais épargner les détails de ce qui s'est passé entre son état de santé et la conversation. Oui. On a parlé un moment, le médecin est venu, a dit écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous coucher, on va vous coucher, on va vous donner ce qu'il faut pour être calme cette nuit, et je vous hospitaliserai demain matin. Je l'ai vu pleurer comme un gamin, il dit non, à l'hôpital je vais aller tout de suite. C'est la première fois qu'il pleurait pour aller à l'hôpital. Oui, il se sentait mal. Quand l'ambulancier est venu le chercher, j'ai regardé mon ami, je lui ai dit demain, je lui ai dit c'est la dernière fois. Toi, j'avais un bon pressentiment. Je lui ai dit c'est la dernière fois où je vois mon père dans sa maison vivant. Je savais qu'il allait partir. Il avait 86 ans, il était au bout des choses, il était au bout de la vie. Je m'y étais préparé. Je l'avais accepté. Il y a longtemps que je m'étais préparé. Parce que quand il avait de gros soucis, vous savez, à force de gérer les gens qui ont des gros soucis, on commence à connaître, on commence à voir comment ils déclinent, puis à voir comment ils peuvent se battre. J'avais dit à ma sœur dans l'été,
toute façon, ton père, il passera pas l'année. S'il passe l'année, je suis content. C'est tout. Ouais, mais c'est pas la peine de raconter ça à tout le monde. Bon, je racontais rien à personne, moi. On était dans le quartier du village. On a parlé comme ça, et puis c'est tout. Après, voilà. Les choses se sont passées. Ma sœur et mon père s'étaient attrapés à Noël, parce qu'elle voulait venir à Noël, puis ils voulaient voir personne. Je pense qu'ils s'étaient sentis mal et déclinés. Oui. Donc moi, j'y étais pour rien. Elle est beaucoup plus jeune que moi, elle ne m'a pas souhaité la nouvelle année. Donc bon, je laisse aller. Je dis, attends, moi, je suis pour rien. J'avais d'autres soucis. Je savais que mon père était mal, que j'avais d'autres choses à gérer. Donc, quand mon père était hospitalisé, je dis à ma copine, envoie-lui vite un SMS. Elle a mis bonne année. Ton père est à l'hôpital et est très sérieux. Elle m'a rappelé dans la minute. Bon. Et ouais, ben voilà. Elle commence à me dire, commence à avoir des sanglots dans... Je dis, c'est trop tard, c'est pas maintenant, je lui dis. Je lui dis, maintenant, il va qu'on gère. On va espérer qu'il s'en sorte et puis c'est tout. Parce que moi, je voulais plus lui dire des phrases. J'étais pas médecin, je voulais pas lui dire. Oui, vous saviez que bon, c'était vraiment. Je voulais pas lui dire parce que chaque fois que je disais quelque chose, j'étais à guignol, j'avais rien compris. Oui, vous dramatisiez la situation. Voilà, donc j'ai dit, on va voir. Oui, vous aviez mis état sérieux, c'était suffisant. Le lendemain, je me pointe. Le médecin m'a dit, de toute façon, je vais le trouver où demain. Il me dit, à l'âge qu'il avait, soit en gériatrie, soit en pneumologie, comme il avait un problème d'insuffisance respiratoire. Oui. Bon, je descends le lendemain, 17h le lendemain soir, alors qu'il était parti à 21h la veille. Bonjour, je pense à l'hôpital. Ce gars, il est toujours au SAMU. Là, problème. Parce que il n'y a pas besoin d'être médecin, là. Quand quelqu'un est resté plus de 24 heures au SAMU, c'est que quelque part, il y a un gros souci. Je me présente, je rentre en bas au boxeur du SAMU. Bon, on me dit, attendez, non, il est hospitalisé dans une de nos chambres. Vous l'avez pas mis dans le service? Non, son état est trop sérieux pour qu'il sorte de chez nous, comme dit. Je dis, bon, on fait quoi? Je peux le voir. Il me dit, attendez, il est agressif, il est pas bien, il a pas toute sa tête, vous voudrez vous poser quelques questions concernant son état de santé. Alors, je me suis un petit peu, pas énervé, mais attendez, à l'hôpital, ça fait des années qu'il y vient, vous avez un dossier médical, c'est bientôt aussi épais qu'une Bible, faites-toi regarder dedans, quoi. Alors non, il ne regarde pas. Il ne vous laissait pas le voir, parce qu'il était agité. Ouais, il était très agité, oui. Moi, si vous voulez le voir, vous irez. Oui. Moi, j'ai pas envie de le voir agité. Oui. Puis j'ai surtout pas envie qu'il m'agresse. Parce que chaque fois qu'il est à l'hôpital et qu'il est agité, il m'agressait. Il est angoissé, certainement. Non, mais bon, après, moi, quand c'est arrivé au mois de mars l'année dernière, qu'il s'est retrouvé en réanimation, il m'a agressé d'une force. Oui. Je l'ai encore là, quoi. Il était un peu perdu. Je l'ai plus là parce qu'il est mort, mais... non, c'est qu'il était un peu perdu, c'était un vieux monsieur, et puis... oui. Mais ça me fait mal, quoi, c'était dur, quoi. Vous avez pu quand même le voir... Pas ce soir-là. Pas ce soir-là, mais vous avez pu le voir... Dit, je vous conseille pas. Il m'a dit... Je lui ai dit, mais attendez, il va pas comprendre, je lui ai dit. Parce qu'il avait sa tête. Je dis, il va pas comprendre que je suis pas venu. Et est-ce que vous avez... chaque fois que mon père était hospitalisé... Jean-Philippe, est-ce que vous avez pu le voir? Bon, pas ce soir-là, mais est-ce que vous avez pu le voir avant son décès? Ah ben oui, tout à fait. Bon, c'est important ça, pour vous comme pour lui. Oui, mais on peut pas... Parce que je sais que vous vouliez me parler de votre sœur, surtout de sa réaction. Après. Et oui, mais on peut pas non plus... passer, voyez, je sais que vous avez un énorme besoin de parler, mais il y a aussi beaucoup de... On peut pas non plus trop s'étendre. Je vois bien que vous avez envie de... Tout remonte là à la surface et que vous avez besoin de me raconter chaque séquence. Mais on ne peut pas... On est aussi un peu limité quand même, Jean-Philippe. Alors on va abréger, on va aller très vite. Sans abréger, sans aller forcément très vite, mais pour que vous ne soyez pas frustré aussi de ne pas avoir pu me parler de ce que vous souhaitiez évoquer au départ. Je l'ai vu, non, parce que quand je vous écoute votre émission, il y a des gens
des fois qui parle très longtemps. Oui, mais oui, mais le problème c'est que très longtemps, mais il y a aussi, si vous voulez, c'est toujours pareil quand on est à l'antenne et qu'on s'exprime, ça semble toujours très court, et puis pour ceux qui écoutent, ça semble long. Donc moi, je me dois d'essayer de faire en sorte. Bon, voilà. On est d'accord. Donc après j'ai vos propos, après j'ai les miens. Non, c'est pas ce que je veux dire, hein, Jean-Philippe. C'est essayer de recentrer un petit peu. On va recentrer. Voilà, un peu. Moi, j'ai eu la chance. Je suis allé le lendemain. Ils étaient en train de l'intuber. Donc quelque part, j'ai dit dans la mesure, il fallait pas l'endormir pour des raisons médicales. Dans la mesure où il l'avait intubé, pour moi, il était parti. Je l'ai vu le vendredi. Ils avaient essayé de le réveiller, de l'extuber. Il souffrait, je pense que il a souffert 24 heures. Il m'a demandé, il l'avait attaché, il m'a demandé de le détacher, de lui donner à boire. J'ai pas pu faire. Je suis sorti, j'ai claqué la porte. Et j'ai dit, je verrai plus jamais mon père. Et j'ai pas pu exprimer la dernière volonté, ce qu'il m'a demandé. Je pouvais pas lui donner de l'eau. Et je savais qu'il allait partir. Donc je suis sorti. Je suis tombé sur un médecin du SAMU très gentil qui m'a dit, écoutez, demain je ne suis pas là, je serai au service d'urgence réanimation, mais si vous voulez qu'on se voit, vous me faites appeler, j'arrive vous voir. Elle a plus besoin de m'appeler, il est mort à 6h le lendemain matin. Bon, on tourne une page, je vais reconnaître mon père à la mort, ça a été très vite, je vais aller faire les papiers, je vais aller faire des choses. J'ai appelé ma soeur très rapidement en disant, ton papa est parti. Et, elle a commencé à pleurer, je lui ai dit... c'est trop tard, c'est pas maintenant qu'il faut pleurer. Qu'elle a voulu commencer à causer, je lui ai dit, tu m'excuses, j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. Parce que j'étais sur place, parce que il fallait que je fasse les choses. Je suis parti, j'ai fait les choses. Elle est arrivée, donc elle m'a rappelé, elle m'a dit on partira elle est à Clermont-Ferrand. Elle m'a dit on partira 1h de l'après-midi. Ce qui m'a choqué, c'est que moi, si j'apprends à 9h que mon père est mort, je pense que je serais parti dans la demi-heure. Bon, après, ils font comme ils veulent. Et comme ils peuvent, parfois. Non, comme ils veulent. Pour plein de raisons. Ils ont fait comme ils ont voulu. Ils sont arrivés le soir. Ils ont voulu faire un funérarium. Enfin, ils sont jamais venus le voir. Puis le lendemain, mon beau-frère, il m'a dit, mais tu fais quoi demain matin? Je dis, moi, je vais voir mon frère au funérarium. Tant qu'il était là, j'ai vécu 15 ans tout seul avec lui. C'était le dernier lien. C'était jour où ils avaient vissé la boîte. Après, j'irai jamais le voir au cimetière. Maintenant, il n'a plus rien à me dire. Il a plus à me voir. Je lui dirai ce que j'ai à lui dire. Depuis chez moi, c'est pareil. Je suis très croyant, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Donc, un jour, mon beau-frère m'a dit, faut que tu viennes, il faudrait qu'on discute. Il avait commencé à mettre des choses dans la maison de côté. Tiens, ça m'intéresse, je voudrais bien pouvoir emmener, est-ce que tu es d'accord, tout. Alors que le cercueil de mon père était fermé. Quelque part, je me dis, attends, mais on va où, là? On est dans un monde de démesure, dans un monde où je comprends plus, quoi. Donc j'ai laissé faire, j'ai rien dit, j'ai laissé aller, et je laisse toujours aller, jusqu'à ce soir où on a une grosse maison à vendre, et où j'ai informé ma soeur d'un peu des actes notariés de ce qui se passait. Elle m'a dit, mais le papa, il avait pas une carte chez, quel que soit le commerçant, donc on va faire des pubs à l'antenne, parce que, bon, s'il y a des points cadeaux... Mélanie, elle voudrait bien récupérer la crêpière. Machin. Oui, donc vous êtes ils arrivent dans le partage de la maison. Non, ils sont vraiment dans les trucs bassement matérialistes. Bon. Alors qu'il faut savoir que mon père m'avait laissé à moi personnellement une assurance vie et que j'étais prêt à la partager. Et qu'aujourd'hui, je me demande si je dois le faire parce que quand je les vois aller jusqu'en emmener écoutez, Jean-Philippe, dans la mesure où votre père vous l'a laissé à vous, il vous l'a laissé à vous. Oui, mais bon, moi qui voulais être honnête, gentil... Non, mais Jean-Philippe, après tout, il vous l'a laissé à vous. Ouais. Ouais, mais bon, je dis,
parce qu'il avait un conflit avec sa fille. Bon. Mais bon, j'en suis pas responsable. Non, vous n'en êtes pas responsable. Bon, je crois que pour le moment, tout ça est très tôt encore. On voit, on entend votre émotion où tout est très encore évidemment mélangé, vos sentiments de profonde tristesse. Non, c'est plutôt l'attitude des gens autour de moi, quoi. Bon, vos profondes tristesses parce que évidemment vous êtes dans la perte de votre... Attendez, Jean-Philippe, oui, mais enfin on sent encore à quel point vous vous sentez orphelin. Et puis l'attitude des gens, comme vous dites, autour de vous, et pas n'importe quel gens, votre sœur, votre beau-frère, qui sont déjà dans le partage des biens. Bon, donc tout ça, c'est assez difficile à gérer. Bon, je pense que, comme vous l'avez dit en entrée, vous êtes très fatigué moralement, physiquement, par tout ce que vous avez vécu ces derniers mois. N'allez pas trop vite, prenez le temps, ne ruminez pas trop là pour le moment. Faites-vous aider, parce qu'on sent à quel point vous avez besoin de parler. Non, j'ai pas dit. Jean-Philippe. J'ai pas dit qui a parlé d'antidépresseurs. J'ai pas parlé d'antidépresseurs. Mais je vous donne des antidépresseurs qui me disent. Bon, Jean-Philippe, je ne vous parle pas d'antidépresseurs. Quand on vient de perdre quelqu'un qui j'avais vécu. Jean-Philippe, vous me laissez parler ou pas? Quand on vient de perdre un être cher, qu'on est dans le chagrin et dans la peine, être triste, c'est un état normal. Donc c'est pas parce qu'on va avaler des antidépresseurs qu'on va aller mieux. Enfin, ça serait absurde de prescrire des antidépresseurs 10 jours après avoir perdu son père. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc on prescrit éventuellement si le deuil n'arrive pas à se faire des mois ou des années après, où là on est dans quelque chose qui relèverait de la dépression, mais pas dans les jours, dans les semaines qui suivent le décès de quelqu'un qu'on a aimé. Bon, parce que être dans le chagrin et dans la tristesse à ce moment-là, c'est un état psychologique tout à fait normal. Non, je dis pouvoir parler parce que vous avez besoin de parler. Bon, maintenant, je crois que laissez pour le moment, n'en faites pas toute une histoire avec votre sœur. Chacun réagit. Il y avait un contentieux avec votre sœur et vous n'y pouvez pas grand-chose pour le moment. On va accueillir Catherine qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi je voulais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi j'ai perdu mon père il y a 1 an et c'est long. Oui. C'est difficile. Mais effectivement, il faut accepter et prendre le temps. Mm-hmm. Mais effectivement, antidépresseur, moi je suis pas pour, je suis pas contre non plus, mais je suis pas pour. Simplement, c'est que ça pose toujours des problèmes de responsabilité. Est-ce qu'on a bien géré? Est-ce qu'on a... Voilà. Oui, c'est ça. Il faut prendre le temps. Et là, bon, Jean-Philippe et ça fait 10 jours. On voit que il est bouleversé par déjà fatigué certainement physiquement par tout ce qu'il a vécu dans l'accompagnement de son père dont il était très proche et physiquement et psychologiquement, très déçu, très meurtri par l'attitude de sa sœur qui elle était plus à distance, plus éloignée. Ayant une famille aussi, on sent Jean-Philippe plus seul, plus vulnérable aussi. Bon, alors évidemment, quand on a vécu dans la proximité, l'accompagnement comme ça d'un parent dans toute sa vulnérabilité, qu'on accompagne quelqu'un en fin de vie et puis qu'on voit d'autres personnes dont il nous parlait de son beau-frère qui lui rentre dans la maison qui était encore habitée il y a si peu de temps par le parent et qu'on voit déjà les objets si familiers. Voilà. Touchés encore par le père ou la mère et dire alors qu'est-ce qu'on prend, c'est d'une violence inouïe.
Oui, c'est une violence inouïe. Alors, moi, c'est étonnant parce qu'au contraire, moi, ça a ressoudé un peu. Ah, d'accord. Ça vous a ressoudé ça vous a rapproché de vos Ça frères m'a et sœurs? rapproché, oui, Oui, ça, c'est de mon intéressant. père. De mon père au moment où il allait mourir. Ça m'a rapproché, donc le deuil, bon, ça fait 1 an maintenant. Hein. Oui, mais je crois que c'est la force des paroles à un moment. Et surtout après que la famille se ressoude. Et je pense que sa souffrance vient de là. Il est très isolé. Mais c'est ça, on sent une très grande solitude. Voilà. Une très grande solitude, un très grand isolement. Et Jean-Philippe dit bien que quand il essayait de joindre sa sœur au moment où c'était difficile pour lui, où il voyait son père décliner et où il aurait aimé pouvoir en parler avec sa sœur, il ne trouvait pas la réponse adéquate. Sa sœur était peut-être loin ou ne mesurait pas à ce moment-là et n'avait peut-être pas le lien aussi que Jean-Philippe avait avec son père. Hein. Et ben moi j'ai vu l'inverse dans ma famille, au contraire, je me suis rapprochée de mon frère. Eh oui, c'est ça. Donc et après il faut du temps. Oui. Il faut donner du temps au temps. Oui. Il faut pas trop, là, se torturer. Mais non, je voulais donner un petit message d'espoir parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est pas facile, c'est des moments difficiles, donc effectivement les familles peuvent se détruire quelquefois, se rapprocher aussi, que je le sens en pleine détresse. Oui. Bon, ça fait 10 jours. Mais oui. Mais donner le temps au temps. Oui, c'est ça. Je crois qu'on ne peut pas en dire plus, Catherine. Hein. Vous avez raison. C'est ce que j'essayais de faire comprendre à Jean-Philippe. Oui, mais c'est pour ça que je vous donne un petit coup de main entre guillemets. Je vous remercie beaucoup et je le ressens comme tel. Je vous remercie de votre aide et de votre soutien. Je vous remercie beaucoup d'être intervenu. Je sais que vous hésitiez à le faire, hein, donc je vous remercie vraiment parce que je crois que Jean-Philippe ce soir est trop dans le désarroi pour pouvoir entendre, mais j'espère que ça va pouvoir un peu s'apaiser, entendre aussi un peu quand même malgré tout ce qu'on essaie de lui dire et... Oui, et puis aussi relativiser les choses, entre guillemets, c'est facile à dire, mais son père avait un certain âge, même s'il a soutenu, moi j'ai soutenu mon père jusqu'au bout, et peut-être que moi j'ai eu de la chance de pouvoir un peu communiquer avec mon père à la fin, mais trop tard. C'est peut-être un petit peu le regret que j'ai d'entendre. On parle pas assez aux parents avant, et on parle que quand c'est vers la fin. On commence à se confier un petit peu. Et peut-être que lui a ce regret aussi. Mais donc il faut simplement qu'il se dise qu'il n'y a pas. De toute façon, c'est comme ça. Et puis son père, c'est vrai, a pu rester chez lui jusqu'au bout. Enfin, c'est important. On voit tellement de personnes qui, malheureusement, se retrouvent dans des conditions de vie éloignées de leur vie où on ne tient plus compte d'elles, de leur dignité. Il nous l'a présenté comme un homme solide, costaud. Jusqu'au bout, il a pu vivre dans son environnement, préserver sa dignité. Et il n'a été hospitalisé vraiment qu'à la fin de sa vie, c'est même lui qui l'a demandé. Comme mon et père, ça, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Mon père a fait la même chose et je trouvais que c'était très digne. Oui, c'est ce que je il est retiens. parti dignement. Oui, il faudrait que Jean-Philippe s'apaise comme ça aussi, en se disant ça. Parce que j'ai discuté avec mon père 2 jours avant qu'il soit hospitalisé. Je me suis battue pour qu'il soit hospitalisé parce que, bref, ma mère voulait pas. Et en fait, il est parti apaisé. Et donc, je voudrais que Jean-Philippe pense à ça. Oui. Merci beaucoup, Catherine, de votre... Non, mais c'est mon petit soutien, parce que je vous écoute beaucoup en ce moment, pour plus une raison. Mais non, parce que c'est vrai que même 1 an après, c'est très dur. Mais il faut réfléchir au positif. Voilà. Il faut prendre le positif de la douleur. Merci Catherine, et on
On souhaite beaucoup de courage à Jean-Michel. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Charlotte Gainsbourg, Even Can Wait, des messages qui j'espère vont réconforter Jean-Philippe un petit peu, Brigitte qui nous dit beaucoup de chaleur pour Jean-Philippe, il faut faire confiance au temps qui adoucit la douleur. Karine qui dit courage Jean-Philippe, moi aussi j'ai perdu ma mère il y a 2 mois et le lendemain de sa mort j'ai vu ma sœur chercher l'argent dans sa maison. Coco qui dit cette histoire me touche, je comprends sa réaction vis-à-vis de sa sœur, je lui souhaite bon courage. Cricri dit non, concernant l'assurance que lui avait laissée son père, après tout il ne doit pas être gentil, un père on n'en a qu'un, il doit faire valoir qu'il s'est occupé de son père longtemps. Et puis un message qui dit toute ma compassion pour votre interlocuteur. Janine, elle nous envoie un petit mail pour dire il est toujours très triste de perdre un de ses parents. Il est vrai qu'il faut du temps pour se reprendre moralement. Le côté matériel doit malheureusement être pris en compte dans la mesure où vous devez faire une déclaration dans les 6 mois du décès. Étant donné votre désarroi, il serait bon d'aller voir votre notaire qui vous aidera pour cela et vous conseillera en ce qui concerne l'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire. Voilà un petit peu ce qui arrive comme réaction. On accueille maintenant Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je compatis à Jean-Philippe parce que tout ce qu'il a dit, je pense que c'est un peu vrai. Hein. Vu mon âge, je pense que c'est un peu vrai tout ce qu'il a dit. Hein. Moi, je vous appelais pour autre chose, Caroline. Je vous avais envoyé un courriel. Oui. Je suis une mamie de 73 ans. Oui, et vous maniez très bien les courriels, hein. Bravo. Je sais pas, mais je me suis aperçue que j'ai fait pas mal de fautes d'orthographe. Oh non, c'est pas. Non, là, j'ai pas regardé. Bon, ben, c'est parce que j'ai pas regardé. C'est déjà formidable d'être sur Internet et de vous en sortir super bien. J'ai appris toute seule. C'est mes enfants qui m'ont offert parce que c'est l'envie. Hein, vous savez, c'est l'envie de faire quelque chose. Je travaillais sur ordinateur quand je travaillais, mais pas Internet, hein, parce qu'on n'avait pas Internet. Enfin, le problème n'est pas là. J'ai 4 petits-enfants. Donc, les 2 premiers, je les ai gardés pendant les vacances scolaires 1 mois. Parce que moi, je travaillais, je les prenais 1 mois. Puis après, ils allaient 1 mois avec leurs parents. Mais les 2 derniers, comme nous étions à la retraite, je les ai gardés jusqu'à l'âge d'environ 17 ans. Oui. Et il s'avérait que les enfants, à leur âge, qui mentent un peu, c'est absolument normal. Et pourtant, nous essayons de leur dire si vous avez envie d'aller quelque part, on les emmenait partout quand ils étaient plus petits. Mais en vieillissant, ils avaient tous leurs petits camarades dans notre campagne, parce que tous les ans, ils venaient. Hein. Et donc, j'avais surpris que nous les croyions dans notre petite campagne. Et en fait, ils partaient en voiture avec un petit ami qui venait de Paris, tout ça. Alors, ça nous a fait beaucoup de soucis. Donc, je leur en parle en leur disant « Non, je ne peux pas vous garder parce que, pour l'année d'après, bien sûr, parce que je ne suis plus capable de me faire du souci si vous arrivez à un accident, des choses comme ça. Alors, bien sûr, ils ont eu de la peine, je reconnais qu'ils ont eu de la peine, mais j'ai maintenu parce que moi-même, je me sentais pas bien. Et ma fille me répond comme ça, mais maman, tu sais, s'il arrive un accident, que ça soit chez toi ou chez moi, c'est pareil. Oh, je lui dis non, tu sais, j'ai dit non, moi, je vous ai... J'étais derrière la vitre lorsque vous étiez plus jeune quand vous rentriez à la maison le soir. Mais là, pour mes petits-enfants, je me sens pas capable de faire ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, parce que moi, je vois ma fille, ils sont plus... je sais pas si c'est génération... ses enfants sortent, mon gendre ou ma fille dorment.
dorment. Ils ne savent pas si les enfants sont rentrés. Et pourtant, c'est une famille bien. Mais j'assure, parfois... Oui, mais peut-être... écoutez, dans un sens, tant mieux, parce que c'est eux qui en ont la responsabilité au quotidien. Donc, si à chaque fois que leurs enfants sortaient, ils devaient, passer une nuit blanche, donc bon, ça veut dire qu'ils sont d'un tempérament plutôt optimiste, moins soucieux. Oui. Peut-être que vous êtes une personnalité plus anxieuse, et puis parfois ça peut s'accentuer avec l'âge. Oui, c'est-à-dire que là, j'étais très soucieuse pour mes enfants quand ils sortaient. Je savais où ils allaient, ils mentaient aussi, mais je savais où ils allaient, et à peu près à l'heure que je disais qu'il fallait qu'ils rentrent à l'époque. Maintenant, la jeunesse de maintenant, je m'aperçois, ils rentrent à l'heure qu'ils veulent. Enfin, ça, c'était pas... Bon, ça, c'est des petits problèmes qu'on a avec nos petits-enfants, sinon ils étaient mignons. Mais voilà, cette année, l'année dernière, il s'avère que lorsque je suis allée en vacances chez ma fille, comme tous les ans depuis que les petits viennent plus à la maison, je demande, mon mari a eu une très grande maladie il y a 3 ans, nous avons eu très peur. Et donc, ça faisait déjà 2 ans que nous n'étions pas descendus. Puis l'année dernière, on est descendus. Je demande à l'un de mes petits-enfants qui étaient en vacances, qu'il y avait le bac à passer et tout ça, depuis le mois de juin. Nous, on est arrivés vers le 15 juin. Depuis le mois de juin, il n'y avait pas d'école. Alors, je leur demande à chacun des deux, pas ensemble, mais je leur demande, comme papy il est fatigué, est-ce que ça vous ennuierait, par gentillesse, parce que nous les gâtions beaucoup, par gentillesse, papy ira faire laver sa voiture au garage, et puis vous, si vous pouviez la finir, parce que ayant fait un grand voyage, qu'il y avait 10 heures de voiture, ayant fait un grand voyage, papy il est fatigué. Alors, j'ai le plus grand qui avait 20 ans, puisqu'il va avoir 21 ans cette année. 20 ans, il me dit je sais pas, je vais réfléchir. Bien, je dis rien, parce que c'était pas leur habitude de me parler comme ça. Et le deuxième qui se levait tous les jours à 15 heures, qui en a usé le canapé. Quand je vais, suivant ce que vous allez me dire, quand je vais répéter ça à ma fille, elle va pas vouloir. Je souris maintenant quand je le répète. Je souris. Oui. Et je lui demande, lui donc il avait 17 ans passés, puisqu'il va avoir bientôt 18 ans, je lui demande, est-ce que ça t'ennuie, comme je vois que tu te lèves tard, au moment où si tu peux, comme il faisait chaud en fin de soirée, si tu pouvais nettoyer l'extérieur de la voiture de papy. Oui. Et puis en plus, comme j'avais l'habitude de leur donner quand nous descendons, nous gâtons nos petits-enfants, une pièce quand ils sortent, une pièce pour ci, une pièce pour ça. Ils le savent, de toute façon, ils savent bien. Et en plus, j'ai eu certainement peut-être une mauvaise idée. Après coup, je pense à ça. Et alors, finalement, je lui dis comme ça, je te donnerai 10 € supplémentaires. Il me répond comme ça, moi je ne travaille pas pour 10 €. Mais vous savez pas ce que ça a pu me choquer. Parce que les 2 enfants, les 2 derniers, les 2 premiers m'ont jamais fait ça. Les 2 derniers, entre 20 ans et 17 ans, se permettent de dire des choses comme ça, sans que ma fille soit au courant, parce que je ne l'ai pas mise au courant. J'ai dit, c'est fini, vous n'aurez plus rien, donc à Noël, je n'ai rien donné. Et je sens ma fille... Ah, vous n'avez rien donné à Noël? Ah non. Mais j'avais dit aux enfants, vous le dites à votre maman, la raison que je vous donne rien.
Oh vous pensez bien qu'ils ne lui ont pas dit? Bien sûr, je m'en doute. Parce que ma fille, elle était donc en vacances chez ses grands-parents, chez ses beaux-parents. Et moi, j'étais chez mon fils à Noël. Et comment ça s'appelle Je la sens vexée, vous savez, je la sens vexée. Elle me dit... non, c'était... Bon, de toute façon... Et votre question, c'est par rapport... Oui, qu'est-ce que je dois dire à ma fille? Parce que je la sens vexée. Elle me dit pas franchement que vexée que vous ne leur ayez pas fait de cadeau? Oui. Parce que j'envoie de l'argent, hein, j'envoie un chèque, pour les enfants qu'elle partage pour les 2 derniers du moins. Hein. Et là, je ne sais pas si elle sait, elle sait que j'ai rien donné, mais elle me tient des propos bizarres. Je crois que autant lui dire, autant pas rester sur quelque chose, voyez, d'un malentendu qui pourrait. Moi, je crois que autant en parler. Par téléphone. Parce que nous y allons au mois de juin, hein, nous retournons au mois de juin. Ouais, alors ce qui est embêtant, c'est que ce genre de choses, ce qui est embêtant, c'est que voilà, ce genre de choses, soit il faut le dire un peu sur le moment, soit si vous y allez en juin, ça va presque faire un an plus tard. Ça fait un peu réchauffer, ressasser. Ça veut dire que vous avez presque ruminé ça pendant un an. Alors dans ces cas-là, je crois qu'il vaut mieux le dire au téléphone. Hein. Oui, c'est ça qui m'a... Moi, j'aime pas trop dire les choses au téléphone, mais alors ça veut dire qu'il faut pas non plus en faire toute une histoire, Marie. Oui. Parce que bon, je comprends que vous ayez été blessée. C'est vrai que c'est pas très gentil de la part de vos petits-enfants quand vous avez dit voilà, leur grand-père était très fatigué parce que bon, en plus il était sérieusement malade à ce moment-là. Oui. Vous le dites vous le dites pas, mais vous le dites dans le mail. Il était sérieusement malade. Oui. Les grands, vous demandez voilà s'ils peuvent donner un coup de main pour laver la voiture. Et là, nonchalamment, mais j'ai envie de dire comme voilà des grands ados peuvent le faire. C'est malheureusement assez courant. Assez courant, assez banal. Hein. Ça rappelle, je pense qu'il y en a beaucoup, voyez, ça rappelle beaucoup de choses à beaucoup d'entre nous, je pense, qui ont des grands ados à la maison, assez nonchalants, assez bon. Mais je comprends que vous ayez eu envie de marquer un peu le coup. Alors moi, je le marquerai pas forcément tant de temps après, mais plutôt sur le moment, dire écoutez, je suis désolée, mais c'est pas sympa, quoi. Voilà, c'est pas sympa parce que je vous demande pas, c'est pas gentil. Je vous demande pas sans arrêt de faire des choses, mais là, c'est vrai que votre grand-père, il est très fatigué, il peut pas le faire. Pour une fois que je vous demandais un service, le côté désinvolte et puis finalement ils l'ont pas fait. Non, ils l'ont pas fait. Dire écoutez, je vous trouve, je trouve pas ça gentil de votre part. Voilà, c'est tout. Oui, et dire dans la vie, et voyez même le côté 10 €. Je vais vous dire une chose, 10 €. On fait ça plutôt à des enfants. On fait ça, là ce sont quand même 20 ans et 17 ans. Oui, mais c'est-à-dire en plus. Soit il le faisait à la limite gratuitement. Non mais Marie, soit il le faisait gratuitement. Oui. Il le faisait, dire bien sûr, mamie, on va le faire, il y a aucun souci. Soit ou alors après, je sais pas, moi, vous leur faisiez un petit truc, vous leur donniez pour qu'ils aillent quand ils sortaient, qu'ils se paient un petit resto, un petit truc. Ils avaient déjà reçu un peu avant, hein, puisqu'on est arrivé le 15. Alors, donc ils étaient le 15 juin, ils avaient déjà eu. Alors si vous voulez, ça du moins moi, ça me choque beaucoup que des enfants, nos petits-enfants à qui nous donnons tout, se permettent de dire des choses comme ça. Parce que je suis sûre que ma fille Allô, vous êtes là ? Bon, on a perdu Marie. On va essayer de la rappeler.
On va essayer de la rappeler pour voir. Je pense que de toute façon, on va passer un peu de musique et on va rappeler Marie. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Da Silva, les plus belles lettres. Bon, nous avons un problème avec la ligne téléphone de Marie. Pour vous dire, puisque Marie là, doit nous écouter, je crois effectivement que plutôt que de laisser un malaise s'installer avec votre fille, il faut lui dire simplement ce qui s'est passé, dire c'est vrai que, enfin, en plus Marie, vous avez envoyé un chèque à Noël, mais dire j'ai été cet été j'ai été un peu blessée par ce qui s'est passé. Vous racontez l'anecdote, mais sans non plus vous appesantir trop dessus, dire mais voilà, j'avais proposé de nettoyer la voiture et puis j'ai eu une réflexion pleine de désinvolture. Maintenant, c'est, je vous dis, malheureusement, une attitude que l'on rencontre assez fréquemment. C'est pas une raison non plus pour laisser passer, parce que ce ne sont plus quand même des enfants. Donc, je crois aussi qu'il faut qu'ils prennent conscience que on peut faire des choses comme ça gratuitement, par gentillesse, et que tout n'est pas un dû. Parce que c'est vrai que quand on est petit, tout ce qui vient des grands-parents, des parents, c'est normal quand on a un petit enfant. Mais à 20 ans et 17 ans, on prend conscience que c'est important, l'attention portée à l'autre, la générosité, la gentillesse, la délicatesse, et que il est grand temps de leur apprendre, de leur en faire prendre conscience. Donc, en l'occurrence, de leur dire que ça vous a blessé à ce moment-là. Voilà. Donc, je pense plutôt, alors il y a les actes, mais peut-être aussi les paroles et d'en parler avec eux. Vous voyez, de revenir là-dessus sans il s'agit pas de culpabiliser à tout prix, mais de dire pour ce qu'ils se rendent compte que les grands-parents, en plus vous n'êtes pas immortels et que vous avez besoin il y a une question aussi de respect, par rapport à tout ce que vous leur avez apporté, transmis, et qui peuvent faire des choses en plus gratuitement pour vous. Donc il y a des réactions. Il y a Aurélien, 21 ans, qui dit: vos petits enfants ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir une si gentille grand-mère. La mienne me manque tellement avec ses rires, ses manies, ses grillés aux pommes et son café trop chaud. Décédée il y a 1 an, elle laisse un énorme vide dans mon cœur. Et puis Marcel qui dit: j'ai 61 ans, je trouve la réaction de Marie justifiée. Ces 2 petits-enfants ne sont pas gentils, dit Marcel. On a également Petite Plume qui dit: vous devriez vous expliquer à votre fille ce qui s'est passé. Néanmoins, sans minimiser, n'en soyez pas trop meurtri. On a Karima qui dit: ne laissez pas envenimer une situation à laquelle le dialogue peut rendre service, ainsi aux petits-enfants, à leur mère et à vous, Marie. Et Petite Plume ajoute: c'est décevant, mais ça ne revêt aucun caractère définitif. Ils sauront dans quelque temps être plus serviables et plus attentionnés. Je le pense aussi. C'est-à-dire que je crois que il y a un âge comme ça où à 20 ans et 17 ans, il y a quand même un côté encore, c'est un âge où assez égocentrique malgré tout. Alors après, ça dépend des personnalités, évidemment, mais c'est un âge où quand même encore, ils sont très tournés sur eux-mêmes, sur leur vie, ils se rendent pas bien compte toujours. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas leur renvoyer certaines choses, et leur dire que, encore une fois, l'attention portée aux autres est importante. Non, et puis le subversif qui dit: nos 2 nigaunes désœuvrés n'ont sûrement rien trouvé à faire d'autre qu'à fourbement déconnecter leur mamie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à joindre Marie, c'est peut-être la raison. Oui, Marie, après tout, vous qui communiquez par courriel, vous pourriez envoyer un petit mail à vos 2 petits-fils, avoir une mamie quand même qui surfe sur le web comme ça, ils se rendent pas compte la chance qu'ils ont. Mais voyez, sans envenimer et sans en faire tout un fromage non plus, mais autant
autant dire les choses que de laisser s'installer un problème. D'ailleurs, il y a Jean-Michel qui envoie lui un petit courriel aussi en disant bravo à Marie qui envoie des courriels. La modernité n'a pas d'âge. Quel bonheur d'écouter son pragmatisme et sa joie de vivre. Jean-Michel Ducantal qui dit Marie, revenez nous parler souvent. Vous êtes super. Ou envoyez-nous des petits courriels. Un petit clin d'œil à Céline que nous allons accueillir dans quelques instants après le journal. Bonsoir Céline. Bonsoir. On va vous accueillir dans quelques instants, juste après le journal, d'accord ? D'accord, il n'y a pas de souci, oui. Bon, écoutez, vous patientez tranquillement au standard alors ? D'accord. Le temps des informations, vous allez les avoir en direct dans votre combiné. D'accord, bien. Jean-Michel Duez, rien que pour vous dans votre combiné, voilà. Il ne fallait pas. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. La nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'à 1h. Vous pouvez appeler le 3921 pour nous parler de vous en toute liberté. Et vous pouvez également réagir à ce même numéro, aux propos que vous entendez. Vous pouvez le faire par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Deux courriels qui arrivent justement, un de Nelly au sujet du témoignage de Marie et de ses petits-enfants qui dit « Vous pouvez évoquer cette affaire avec votre fille en mettant une note d'humour, comme l'avait fait Marie en disant il se levait tellement tard que le canapé en était tout usé. Les petits-enfants, dit Nelly, sont souvent ingrats, mais ils vous aiment tout de même. Et comme disait aussi quelqu'un par SMS, ça va passer avec l'âge et ils seront certainement charmants dans quelque temps. Ils peuvent l'être d'ailleurs à d'autres moments. Y a Louis qui dit « Mes grands-parents m'ont élevé jusqu'à mes 9 ans. Maintenant, ils peuvent me demander de faire toutes sortes de choses pour eux. Je le fais en échange d'une seule chose, l'amour qu'ils m'ont toujours porté. C'est une marque de respect à leur égard. » Et on retrouve tout de suite Céline. Oui, bonsoir. Bonsoir Céline. Oui. Oui, donc en fait, je vous appelle, c'est par rapport à notre petit frère. Oui. Donc on est 3 sœurs. Oui. Alors voilà, je vous explique. Donc mon petit frère, il a eu un accident de voiture avec notre papa. Oui. Donc au mois d'octobre. Oui. Donc mon papa est décédé. Et mon petit frère, en fait, il était en... Alors, ils l'ont mis dans un coma artificiel parce qu'il était touché au poumon, quoi, en fait. Donc il est sorti, il était 1 mois dans le coma artificiel. Donc il est sorti qu'hier, en fait. Oui, ça a été sérieux. Quel âge a-t-il ? Il a 28 ans, mais il est trisomie 21. D'accord. Voilà, donc il est très autonome et tout. Oui, c'est pour ça que vous dites mon petit frère. Déjà, vous êtes l'aîné. Non, moi je suis la dernière des 3 filles. La dernière des 3 filles, voilà. mais enfin vous êtes l'aîné par rapport à votre frère, je voulais dire. Tout à fait, D'accord. Oui. Donc c'est de toute façon votre petit frère, mais en plus de par sa trisomie. Oui, voilà. Tout à fait. Mm-hmm. Et donc ce qu'il y a, donc en fait, donc il y a une dame qui est passée le voir. Oui. Donc il va le prendre en charge pour la rééducation. Oui. Et donc elle lui a posé des questions. Donc elle lui a posé des questions par rapport à la maman. Donc une maman, c'est pareil, elle est décédée. Ah. Oui, donc en fait, elle est décédée il y a 4 ans et c'est lui qui l'a trouvée. En fait, elle est décédée d'un suicide, en fait. Et c'est lui qui l'a trouvée. Donc ce qu'il y a, c'est que par la suite, il était très protecteur par rapport au papa. Oui. Donc voilà, donc la dame, justement, je reprends la dame qui est venue poser des questions. Mais donc, poser des questions à votre frère. Voilà, tout à fait. Mais qui c'était cette dame ? C'est une dame qui va le prendre en charge pour la rééducation, en fait. Parce que c'est vrai qu'il est resté quand même là. C'est un médecin, Oui, c'est un médecin, en fait. Oui, tout à fait, oui. Mm-hmm. Donc elle lui a demandé pour le papa, pour la maman. Donc il dit la maman elle est morte. Et après il lui a demandé pour le papa. Mais donc, lui a demandé quoi ? Il lui a dit pour le papa il est mort. Mais le problème, c'est que le lendemain, une infirmière est venue voir le petit frère et lui, il lui a posé la question, mais où est papa ? Oui, mais oui. Voilà. Voilà. Oui, mais elle lui a posé la question, mais en même temps, c'était plutôt à l'équipe de l'informer parce que... Eh ben, disons que nous, on avait vu, j'ai ma grande sœur justement qui est tutrice. Oui. Donc, elle a vu des médecins palliatifs. Donc c'est des gens qui aident, je pense que vous savez ce que c'est, non ? Non.
Non, c'est des personnes qui font partie de l'hôpital et qui aident les personnes en détresse, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, ils lui ont dit, le mieux, ça serait au sort de lui annoncer. Le problème, c'est que nous, à chaque fois, on repousse. C'est-à-dire qu'on devait lui annoncer une fois qu'il était désintubé. Et là, justement, ma grande sœur, qui est tutrice, elle repousse encore. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on vraiment on doit lui annoncer, quoi, en fait. Parce que là, il est en ce moment, il est sorti aujourd'hui, il est au service pneumologie, en fait. Bon, déjà, écoutez, il est sorti hier du coma. Enfin, Ah non, il était en rééducation, pardon. Il est resté un mois et demi dans le coma artificiel. Voilà. Mais vous m'avez dit qu'il est sorti ces jours-ci du coma. Ah non, il était toujours, il était toujours en réanimation. C'est-à-dire qu'il était, parce qu'il savait pas s'il est vraiment s'en sortir par rapport à son poumon, en fait, parce qu'il est très atteint, en fait. Oui, j'ai bien compris, pour qu'il reste un mois et demi. Oui, mais j'ai cru qu'il était sorti très récemment de ce coma artificiel, enfin qu'on l'avait réveillé récemment. Eh ben, en fait, l'accident s'est passé au mois d'octobre. Oui, ça j'ai bien compris. Et ils l'ont sorti vers décembre, quoi. Milieu décembre, on va dire. Bon. Mais en fait, il ne pouvait pas parler parce qu'il était intubé, en fait. Bien sûr, oui, non, mais donc on ne peut pas. Il est clair que lui annoncer alors que lui ne pouvait pas s'exprimer, ça ne va pas. Tout à fait. Voilà, moi, ça n'allait pas. Il fallait qu'il puisse pouvoir s'exprimer, mettre des mots là-dessus. Tout à fait. Bon, maintenant qu'il peut parler, c'est important de lui dire. Est-ce qu'il pose des questions ? Il pose des questions, mais aux étrangers, on va dire. Aux étrangers, les personnes les moins proches, quoi. Aux sœurs, il va pas poser les questions. À ses sœurs, il va pas poser. À nous, il va pas poser les questions. À ses sœurs, quoi. Pourtant, moi, j'étais très proche avec lui, avec le papa, quoi. Et voilà, on était vraiment proches. Et non, il me pose pas. Il va bien me regarder, mais il va pas me poser des questions. D'ailleurs, dire quand est-ce que tu vas me le dire, quoi. Voilà. Alors, aux étrangers, c'est-à-dire au personnel de l'hôpital, il a demandé des nouvelles de votre père. Voilà, tout à fait. Que lui répond le personnel ? Eh ben, qu'ils ne savent pas. Parce que on lui a dit que c'était à nous de l'annoncer, quoi, en fait. Voilà. Voilà. C'est pas du tout évident. Et puis, c'est pareil, j'ai ma grande soeur qui est tutrice, elle se sent complètement coupable, elle fait une dépression. Ouais. Parce qu'elle est tutrice, quoi. Elle est vraiment. Donc, on sait vraiment pas à quel moment lui annoncer. Si c'est si compliqué, d'abord, c'est pas forcément la sœur tutrice qui. Oui. Si votre sœur tutrice est actuellement en dépression, elle peut pas lui annoncer. Enfin, c'est pas la mieux placée pour lui annoncer si elle va mal. Hein. Elle est tutrice, certes légalement, mais elle n'est pas dans un état psychologique propre à lui annoncer. Peut-être qu'il y en a une d'entre vous qui serait plus à même de le faire. Ben moi, je voulais lui annoncer, en fait. Oui. Vraiment, vous vous sentez plus prête à le faire. Ah oui, complètement. Oui. Bon. Mais c'est pareil, mes sœurs sont pas d'accord. Il faut qu'on soit. Elles veulent être les trois, mais que c'est pas le moment, quoi. Pourquoi c'est pas le moment ? Parce que, en fait, j'ai ma grande sœur qui lui parle de l'accident et il devient rougeâtre et puis le cœur qui s'accélère, quoi, en fait. Ben oui, forcément, l'accident réactive chez lui de beaucoup d'angoisse, d'anxiété, parce que c'est un accident de voiture, donc il était présent. Il a des souvenirs ou pas ? Il était conscient pendant tout le long, ouais. Parce que c'était très long quand même. Hein. On les a désincarcérés ? Oui. Et est-ce que votre père, pardonnez-moi de vous poser cette question, mais était décédé au moment de l'accident ou par la suite ? Non, par la suite, au moment d'arriver à l'hôpital. Oui, mais enfin, s'il était conscient, il a bien dû voir que votre père était pas forcément, lui, dans la voiture, s'il a peut-être essayé de lui parler, ou enfin, il a des images... certainement traumatique. Parce qu'il avait un problème derrière la tête, donc il pouvait pas bouger la tête, mon petit frère, en fait. Donc il pouvait pas voir le papa. Mais apparemment, ce qu'on a écouté par rapport au témoin, le papa, il a crié, quoi. Parce qu'en fait, les deux, c'était vraiment fusionnel après le décès de la maman, quoi. C'était vraiment très fusionnel, les deux, hein.
Ouais. Bon, vos sœurs, c'est étrange, hein, leur réaction, c'est pas le moment. Ben, parce que quand est-ce que ça sera le moment? Ben, c'est ça. Elle le protège de quoi ou elle se protège de quoi? C'est ça, c'est ce que je lui dis à ma grande sœur, justement. Je lui dis, mais quand est-ce que ce sera le moment? Ce sera jamais le moment, en fait. Oui, on peut se poser la question. Parce que ça sera toujours difficile pour votre frère lorsque l'accident sera évoqué. Bien sûr, ouais. Surtout qu'il y a quand même, au moment où ce médecin est venu lui parler, il a dit que son père était mort, hein, semble-t-il. Disons que moi, en fait, quand il était dans le coma artificiel, parce que nous, à un moment donné, pour nous, il n'y a aucune solution pour lui. Pour nous, comme disaient les médecins, il allait partir, quoi. Il était mort pour eux. Hein. Et moi, je lui ai dit, en fait, quand il était dans le coma, je lui ai bien dit, papa, il est mort, quoi. Je lui ai dit, si tu veux partir avec lui, pars avec lui. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on ressent les choses quand on parle non seulement on les ressent, mais on les entend. D'accord. Hein. Donc, je lui en ai parlé, j'ai vraiment... Mais il sait, je pense. Il sait inconsciemment, il sait, votre frère. C'est pour ça qu'il n'en parle pas avec vous. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, on parle des personnes, sauf le papa. On dit, voilà, t'as le bonjour de telle personne, mais le papa, il n'intervient jamais. C'est curieux, d'ailleurs, même la façon dont vous parlez de votre père. Ouais, je sais, mais on est... Parce que c'est votre père aussi. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Vous dites le papa. Comment dire? Oui, le papa, oui, parce que... Il y avait, en fait, il y a le petit frère qui habitait avec le papa. En fait, nous, on est tous... comment dire ça? On n'est plus à la maison, quoi. En fait, il y a que le petit frère qui est à la maison et c'était son papa. Voilà. Oui, c'est le vôtre aussi. Oui, tout à fait. Mais c'était, comme je vous disais, c'était vraiment fusionnel les deux. Et puis, voilà. Je dis le papa, oui, notre papa, quoi. Le papa, quoi. Je dis, voilà, tout à fait. C'est vrai que... moi, je pense que votre frère sait, hein. Ouais. Sinon, il vous poserait la question. D'accord, il nous posera la question. Évidemment. Écoutez, il était avec lui au moment de l'accident. Vous dites qu'il avait une relation très fusionnelle avec son père. Son père n'est pas là à l'hôpital. Et il ne vous dit pas où est papa? Il ne s'étonne pas de ne pas le voir? Disons que quand il est venu à l'hôpital, en fait, donc il y a mes deux sœurs qui sont arrivées. Ouais. Ils sont arrivés, puis il a dit, papa est avec moi. Moi, ce qu'il a dit, la première chose qu'il a vue, quand il a vu mes sœurs, quand il arrive à l'hôpital, il a dit, le papa est avec moi. Et alors, elles lui ont dit, c'est-à-dire? Comment? Vous lui avez dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'étais pas moi, j'habite pas à côté, quoi. Je suis à 1h30 de chez eux, donc j'étais pas là, quoi, en fait. Hein, Mais il faut pas le laisser comme ça, non? Ouais, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je vous appelle, parce que ça me travaille. Oui, non. Bon, alors, je pense d'ailleurs, il y a Lisa qui envoie un petit message, là, 7 21 21 code nuit, qui dit à ce moment-là, il y a certainement une psychologue à l'hôpital qui pourrait vous aider, vous et vos sœurs, hein, un peu à démêler tout ça et peut-être être présente au moment de l'annonce, hein, si ça peut vous aider. Ouais, bien sûr, tout à fait. On a bien songé à ça, mais c'est pareil, ma sœur, elle repousse à chaque fois, ma grande sœur. Mais parce qu'elle se protège, elle, hein, avant tout. Ah, d'accord, Oui, je pense que... Bon, il ne faut pas lui dire comme ça, mais souvent, finalement, le fait de maintenir... quand elle est au fond avec votre frère, eh bien, il y a encore l'illusion, d'une certaine façon, comme si là, dans cet espace-là, rien ne s'était passé. D'accord. C'est votre sœur qui est la tutrice? Oui, tout à fait. Mais oui, mais elle va mal, elle, en ce moment. Ouais. Puis elle s'en veut beaucoup, Elle s'en veut de quoi? Elle s'en veut parce qu'elle était tutrice et très protectrice, quoi, aussi, par rapport au petit frère, quoi. Et mais là, c'est pas le protéger, hein. C'est pas le protéger parce que c'est le laisser, au contraire, dans un silence. Vous voyez, je reçois notre message du subversif qui dit
Votre frère a l'intuition du problème et lui mentir sur le décès n'est pas envisageable. Maintenir le silence, de toute façon, ne pourra pas durer. Sergio aussi dit, je pense qu'il le sait au fond de lui. Parlez-lui, dites-lui simplement, aidez-le dans sa douleur, il a besoin de vous. D'accord, ouais, bien sûr. Ouais. Mais par contre, il y avait encore une chose. Donc, ma maman, elle est décédée il y a 4 ans en arrière. Donc, elle est morte d'un suicide. Et c'est mon petit frère qui l'a trouvée, en fait. Le problème, c'est que depuis, il est très renfermé. Donc, à chaque fois que je voulais parler de la maman, il se mettait en colère. Il voulait pas en parler. Alors qu'il adorait la maman, quoi. Il adorait notre mère, quoi. Et il voulait pas en parler. Après, il était très renfermé. Il gardait tout pour lui-même. Il se mettait dans son coin. Il faisait ses trucs à lui, quoi. C'était plus le même, quoi, on va dire. Alors, c'est pour ça, c'est très difficile. Hein. Oui, mais alors là, c'est quand même très différent, parce que c'est vraiment lourd pour votre frère, parce que... Ah oui, et pour votre famille, hein, déjà, vous êtes quand même très éprouvés, entre votre mère qui se suicide, et maintenant le décès de votre père, aussi de façon dramatique. Magique, et alors lui, il se trouve qu'à chaque fois, il est présent. Voilà. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui trouve le corps de votre mère, et dans cet accident, il est présent. C'est beaucoup, hein. Je pense qu'il sera important quand même qu'il soit un peu aidé, hein, qu'il puisse. C'est pour ça que donc il vivait avec votre père, donc il n'est pas dans une institution. Eh ben, il était dans un foyer, mais bon, c'était récent. Ça fait 1 an là qu'il y est là en fait, dans un foyer d'accueil, quoi, dans un foyer CAT, quoi, on va dire. La journée et le soir, il rentrait. Il rentrait le au week-end domicile et les vacances, quoi. Le week-end et les vacances. Oui. D'accord, il dormait au CAT. Ouais, mais ça fait juste 1 an, quoi, en fait. Au moins, il était avec le papa, quoi. Et comment ça va se passer pour lui là? Eh ben, par la suite. Hein. Oui. Donc par la suite, avant qu'il soit réintégré au foyer, donc il va passer du temps chez mes sœurs et puis chez moi, quoi. Ça va faire, ça va naviguer un peu chez mes sœurs et moi, quoi, en fait. Et les week-ends et les vacances Voilà, ça sera chacun notre tour, quoi, en fait. Ouais. Vous allez pouvoir vous organiser Ah oui, ça, on y avait prévu, ça. C'est vraiment, on s'est un peu organisé là-dessus, quoi, on va dire. Oui. Ouais. Oui, parce que pour vous, dans vos vies respectives, c'est... Ça peut... tout à fait, Oui, vous êtes vraiment... vous aviez anticipé, je dirais, malheureusement, bon, évidemment, là, ça a été précipité par le décès de votre père, hein, non, mais... vous aviez déjà prévu de toute façon de vous occuper de votre frère. Ah oui, vous êtes une famille unie, hein, malgré les épreuves qui vous ont. Vous êtes une fratrie unie, malgré les épreuves qui vous ont durement frappé. Oui, tout à fait, oui. On est très unis, Oui, écoutez, c'est pas si fréquent, hein, surtout parce que c'est quand même ça peut être un peu compliqué, hein, d'avoir comme ça un frère ou une sœur handicapé, pouvoir l'accueillir, l'intégrer dans sa vie, dans son couple, dans sa famille. Il est très autonome et puis c'est vrai qu'il est intelligent quand même. Julia, ils sont très contents de lui au foyer, au travail. Oui, il y a des degrés dans la trisomie, hein, c'est ça. Donc il a un bon degré d'autonomie et d'intelligence Bon, ça va l'aider, mais je crois que ça sera quand même important qu'il puisse avoir vraiment un soutien psychologique parce que. Mais j'y ai pensé aussi parce que c'est très lourd. C'est très lourd, hein. Entre déjà ces pertes. Je me suis mis à sa place, c'est vraiment. J'ai envie de dire pour vous aussi, hein. Je dis ça, je pense à lui, mais pour vous perdre ses parents comme ça. Mais alors lui qui découvre le corps de sa mère, qui et puis lui, si vous voulez, n'a pas d'autres. Les investissements affectifs, il les a vous, les sœurs, mais c'est pas comme des parents où lui, il reste en tant que dans son fonctionnement psychique. C'est quand même un fonctionnement avec son degré d'intelligence, mais quand même un fonctionnement qui reste infantile. Donc les parents, sont le centre de sa vie. Alors que vous, en tant qu'adulte, bien sûr, vos parents, c'est un socle, mais vous pouvez avoir d'autres investissements amoureux dans le couple, dans la famille que vous construisez. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous avez vous-même des enfants.
Non, pas d'enfant. Non. Bon, enfin, vous êtes en couple. Bon, alors lui, après, dans son centre, il peut avoir des amis, hein, certainement qu'il a des amis, sûr, voilà. Mais bon, pour quand même les parents, c'est vraiment le socle. D'ailleurs, il s'était rapproché beaucoup cette relation fusionnelle avec votre père, hein, comme vous dites. Donc ces pertes là successives, c'est quand même très très perturbant. Je crois que c'est important qu'il ait vraiment un soutien là. Hein. Et puis le fait qu'il soit présent à chaque fois, ça peut être, lourd. On va accueillir, je crois que c'est Dominique qui est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir. 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 Oui, je vous écoute parce que ça me moi je pense comme vous, c'est qu'il est au courant. Il sait très bien ce qui s'est passé au niveau de l'accident. Parce que mais par contre, il y avait juste une chose. Voilà. Oui. Donc j'ai ma grande sœur justement qui lui a posé la question par rapport à l'accident, comment c'était passé. Le problème, c'est que lui, il a dit que ça s'est passé dans un rond-point, alors que c'était en ligne droite. Oui. Moi, après les accidents, c'est flou. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'il a 2 faits où il perd ses 2 parents et il est présent. Ah oui. Ouais, voilà. Donc ça, déjà, il y a déjà ça. Oui. Maintenant, s'il est au courant, il sait que c'est fusionnel avec papa. Oui. Bon, vous aimiez vos parents vous aussi. Oui, bien sûr. Il a peut-être pas envie de vous faire de la peine. Ouais, j'ai pensé un peu. Vous ne savez pas. Et puis, vous en parlez pas. Donc, c'est que lui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, papa est présent. Il vous l'a dit. Donc, c'est que papa va bien pour vous. Donc, ça vous soulage aussi, vous. Ouais. Par contre, il y avait une chose. Il y avait une chose que j'ai oublié de vous dire aussi. C'est que j'ai une de mes sœurs. Donc, une de mes sœurs, en fait, elle n'a pas vu mon petit frère, ça faisait 4 ans. Oui. Donc là, elle était voir à l'hôpital et il lui a dit, ne t'inquiète pas. Papa, en fait, il lui a tout simplement dit, papa n'est pas comme toi à l'hopital. La sœur qu'il n'avait pas vue. Voilà, c'est pour ça que je lui dis, mais t'auras jamais dû dire ça. Parce que pour lui, c'est comme un espoir. Parce qu'elle lui dit, mais papa, t'inquiète pas, il est pas... Il est à l'hôpital, mais pas comme toi, voilà. Oui. Maintenant, pour moi, j'ai travaillé en milieu hospitalier. Oui. Et le problème, c'est que la trisomie, moi, je considère c'est un être humain, c'est un adulte. Voilà, et comment Et maintenant, si ça avait été un frère classique, dit classique, comment vous l'auriez annoncé? Si c'est votre sœur. C'est ça, tout simplement, oui, on lui aurait dit. Voilà. Si c'est votre sœur, vous l'auriez dit. Voilà. Elle aurait eu de la peine. Il va avoir de la peine. Et comment ils sont beaucoup les enfants, les adultes trisomiques sont énormément dans l'affectif. Voilà, ils sont plus, très câlins, très émotifs, beaucoup dans l'affectif. Voilà. Donc, maintenant, si vous le considérez comme un enfant, vous l'infantilisez et vous dites voilà, il est parti, voilà. Mais si vous le considérez comme un adulte, que vous faites très bien, voilà. Un adulte, en tenant compte quand même de en tenant compte de sa trisomie. Oui. Voilà, mais c'est un adulte, quoi. Il va pas comprendre. Il faut lui trouver des mots, donc il faut que vous soyez accompagné. Oui. Bien sûr, oui. Mais soyez accompagné. Déjà, après le suicide, il a dû être accompagné quand même, si un tout petit peu en voyant sa maman. Après, vous, maintenant, sa sœur étant tutrice, votre grande sœur qui est tutrice, il faut qu'elle soit suivie aussi, parce que si elle culpabilise... Mais elle est suivie, justement, ouais. Voilà, elle est suivie. Voilà, donc elle a dû être suivie déjà pour être tutrice. Il faut qu'elle passe des tests, aussi, pour voir si elle est apte aussi. Bon, voilà, c'est vrai que c'est un truc qui est très très pesant de gérer un frère. Oui. Mais maintenant, là, il faut reprendre tout à zéro. Maintenant, ça va être très dur pour vous aussi, parce que vous avez menti. Donc vous allez aussi prendre sur vous. Vous allez prendre sur vous aussi. Oui, menti pour la bonne cause, on va dire, pour protéger. Pour la bonne cause, oui. C'est sûr, c'est pour la bonne cause. Voilà. Mais maintenant, vous êtes devant un mur. Et vous n'arrivez pas et vous demandez comment faire. Moi, j'ai travaillé en milieu hospitalier auprès des enfants qui avaient des leucémies, des cancers. Et donc, il fallait annoncer au petit frère que l'enfant était parti, le frère était parti. D'accord. Il se faisait accompagner. Les enfants se faisaient accompagner. Les parents n'allaient pas voir les enfants en pleurs et dire voilà, votre grand frère est mort, point à la ligne, et on repartait, quoi. C'est déjà une douleur d'avoir quelqu'un hospitalisé, un petit frère, un grand frère, voilà. Mais non, vous, c'est encore en plus une histoire qui est
qui s'allonge sur vos malheurs, il faut que vous soyez bien accompagné. Déjà, votre frère doit être accompagné. Il est accompagné psychologiquement. Au niveau du centre aussi. Quelqu'un du centre, ne pourrait pas venir peut-être. Il n'y a pas quelqu'un au niveau le psychologue du centre ne pourrait pas venir à l'hôpital. Ah, mais où il est au foyer ? Oui. Il n'y a pas de psychologue. Les psychologues, c'est les éducateurs en fait. Ah oui. Bon, et à l'hôpital, ça il y en a forcément. Oui, bien sûr, vous pourriez demander à rencontrer l'assistante sociale, la psychologue. Il y a forcément un psychologue bien sûr, tout à fait, expliquant la situation, le ou la voir déjà en entretien, et puis dire comment l'annoncer. Est-ce que vous pourriez nous aider à être présente au moment de cette annonce? Oui, parce que déjà la première personne qui a vu votre frère là, il n'est pas très psychologue. Hein. Il faut lire un dossier médical, quoi. Il savait très bien que la maman était décédée. Oui, puis on vient pas demander. Enfin, bon, on sait pas comment ça s'est fait exactement, mais. Non, oui, mais même déjà. On vient pas demander comme ça le papa et la maman. Bon, on sait pas très bien comment ça s'est fait. Il y a le subversif qui dit votre frère a besoin d'être rassuré sur son avenir proche, parce que la perte des parents défait son univers. De façon pratique, et c'est vrai que c'est important. Il a, vous dites, Dominique, c'est un adulte. Oui, mais enfin, avec quand même un psychisme encore d'enfant, c'est-à-dire d'enfant même déjà, mais c'est-à-dire qu'il a besoin de façon très pratique et pragmatique. Vous pouvez être surpris par par ces réponses qui peuvent être extrêmement pragmatiques, concrètes. C'est-à-dire qu'est-ce qui va devenir, comment ça va se passer pour lui si papa est plus là, où est-ce que je vais l'habiter, où est-ce que il a vraiment besoin d'être rassuré là-dessus, parce que ça peut être très angoissant pour lui. Déjà même un premier moment, c'est peut-être garder la maison où il vivait et que ce soit vous qui vous déplaciez. Le problème, c'est qu'il ne veut plus y retourner. Bon, d'accord. Mais tout ça se... Mais il sait, c'est évident qu'il sait. Là, il sait, là. Il ne veut plus retourner. Ce jeune homme, il sait. C'est la maison du malheur, là, pour lui. Hein. Il sait. Ça fait beaucoup, il faut dire. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique. Restez avec nous, si vous voulez. On accueille Sylvie, qui travaille dans une institution, justement, qui reçoit des personnes, comme ça, en particulier, des jeunes gens trisomiques. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, effectivement, c'est une institution qui s'occupe de personnes handicapées mentales et en particulier trisomiques un peu à tous les âges. Oui. Et voilà, donc je suis médecin et d'abord je voulais dire que j'avais... Oui, je suis médecin. Oui. J'avais été très touchée par la sollicitude et la gentillesse de toutes ces sœurs qui s'occupent si gentiment de leurs frères. Déjà, ça c'est vraiment formidable. Et donc, voilà, moi j'avais juste quelques petits points qui vont un petit peu aller en résonance avec votre intervenant précédent. La première chose, c'est que je crois qu'il faut absolument lui dire la vérité parce qu'en fait, il l'a deviné ou il l'a entendu ou il l'a fait et qu'il a absolument besoin qu'on lui tienne un langage de vérité pour qu'il sache exactement sur quoi s'appuyer pour se reconstruire. Si il reste dans un flou, il sent bien qu'il y a quelque chose, tout ce qui n'est pas dit, ça entraîne une suspicion, des doutes et une angoisse, donc il vaut mieux le dire. Mais je comprends aussi tout à fait cette sœur qui est elle-même dans la peine et qui n'y arrive pas. Et je crois qu'il faut absolument demander aux médecins responsables du service que les trois sœurs puissent rencontrer le médecin pour s'entendre avec lui sur la façon de l'annoncer et qu'une personne l'annonce qui ne soient pas les trois sœurs, même si qu'elles soient là ou qu'elles viennent juste après. Je pense que c'est beaucoup plus libérant pour vous d'arriver pour le consoler plutôt que d'être vous qui lui annoncez clairement le malheur. Vous voyez, c'est comme moi qui suis médecin, je fais pas les vaccins de mes enfants parce que là je reste la maman et je les console quand quelqu'un d'autre leur a fait la piqûre, mais c'est pas à moi de leur donner. Et je pense que surtout si votre sœur est assez mal avec ça, elle aura encore plus de difficultés pour trouver les mots justes, alors que quelqu'un de plus extérieur et qui sera peut-être mieux formé, ce sera plus simple. Et que vous soyez présent, ou en tout cas que vous veniez juste après, parce que ce sera à vous justement de reformer une famille avec lui. Mais je pense, moi, que c'est mieux si vous demandez à quelqu'un de l'hôpital de dire cette annonce avec vous, que ce soit le psychologue, soit le médecin. Enfin, vous voyez, ça, il faut voir un petit peu avec l'équipe qui s'en occupe.
Mais, voilà, oui, mais là, je vous rejoins. Oui. Il vaut mieux attendre. Pourquoi? Non, alors là, ça, c'est le deuxième point, c'est que je crois qu'il ne faut pas attendre. Non, mais justement, moi, je lui ai annoncé, ça va un petit moment, mais il faut vraiment que je lui dise à ma sœur, il faut lui annoncer maintenant, quoi. Mais je crois qu'il faut dire à votre sœur que si on attend, il va être de plus en plus malheureux et de plus en plus mal. D'accord. Et que de toute façon, il faut bien que vous lui disiez que en fait, c'est bien ce que tout le monde dit. Il l'a déjà compris quelque part et que surtout avec ses moyens de compréhension et puis ses moyens d'expression qui sont quand même limités, il a besoin qu'on lui dise des choses bien clairement parce que c'est là-dessus qu'il va pouvoir s'appuyer pour se remettre d'aplomb, si vous voulez. La deuxième chose, c'est je voulais vous parler du foyer. Vous avez dit a priori, il souhaite pas trop y retourner, mais ça c'est tout à fait normal. Il vient quand même de vivre. C'était dans la maison. C'était dans la maison familiale où il ne voulait pas retourner. Alors la maison, ça c'est normal. Le foyer, je crois que vous voyez, c'est formidable qu'il ait déjà été dans ce foyer. Et quand vous avez dit avec beaucoup de générosité que vous alliez le prendre, je me suis demandé si c'était de le prendre tout le temps ou si c'était de le prendre pour les week-ends et les vacances, parce que je crois que ce serait très important pour lui de pouvoir retourner dans ce foyer où il a justement son propre cadre, et ce qui va faire justement, ce qui va l'aider aussi là, parce qu'il ne vivait pas tout le temps avec votre papa. Donc il avait une vie organisée, autonome, avec des tas de choses dont il était fier, et ce sera bien pour lui de continuer ça, justement pour faire quelque chose dont il est fier. Ah oui, mais tout à fait, mais c'est ce qu'on pensait faire, mais d'accord, j'avais compris que vous vouliez le prendre chez vous tout le temps, alors je me suis dit, non, ça va être au contraire, il veut retourner au foyer. Il veut retourner au foyer, justement. Mais je veux dire, c'est pareil pour les vacances, les week-ends, c'est vraiment organisé. C'est super que vous puissiez le prendre, bien sûr. Ah oui, non, vraiment, c'est clair que... parce que vraiment, c'est le fait qu'il ait justement été dans un foyer où il fait des choses dont il est fier, et puis où il a son autonomie. Vous avez chacun votre couple, votre vie, et lui aussi, quelque part, il est un adulte responsable, et puis avec un travail, il est fier de ce qu'il fait, il a ses copains, et aussi ses copains qui sont comme lui, donc il peut parler avec eux d'égal à égal, et il se sent l'égal des autres. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis sûrement qu'il puisse voir une psychologue qui soit habituée aux personnes handicapées mentales, parce que c'est quand même très particulier. Il faut vraiment des gens qui connaissent bien, parce que c'est vrai qu'il a aussi sûrement... Le fait qu'il se mette en colère quand vous parlez de sa maman, c'est une façon pour lui d'exprimer sa souffrance et sa peine. C'est très difficile parce que Caroline le dit souvent, on dit que quand on a quelque chose qui ne va pas, il faut pouvoir en parler, c'est ça qui nous libère, mais les personnes handicapées, elles ont justement du mal à l'exprimer, donc il faut l'exprimer pour elles, quelquefois, les accompagner si vous voulez. Vous avez raison. Elles n'ont pas. C'est difficile de trouver les mots. Voilà, c'est sûr. Elles ne les ont pas. Elles ne les ont pas. Mais bon, mais elles l'éprouvent quand même, évidemment. Elles les trouvent. Mais je pense que tout l'amour que vous avez autour de lui va beaucoup l'aider. Voilà. Et puis il y avait une dernière chose que je vous suggère. Ce sera peut-être pas très facile pour vous, mais je crois que c'est indispensable. C'est qu'il faut absolument organiser avec lui une petite cérémonie ou quelque chose, vous voyez, qui lui rappelle à la fois son père et sa mère. Aussi, parce et même pour le papa, il n'a pas vu enterrer, il n'a pas vu tout ça. De le faire entre vous toutes. En plus, je pense que ça va aider tout le monde parce que c'est toute la famille qui porte ce deuil. Et ça, voilà, vous voyez, alors de faire une petite profession avec une bougie, de mettre des fleurs devant la photo de vos parents. On peut mettre une photo où les deux parents sont ensemble. Du coup, ça va l'aider aussi. Et puis de mettre une photo bien décorée qu'il aura peut-être dans sa chambre ou en tout cas accessible dans un album. Et puis de temps en temps, vous voyez, vous faites quelque chose tous ensemble pour une espèce de petite cérémonie tous ensemble. Vous pouvez aller dans un endroit où vos parents aimaient bien aller, ou quelque chose qui soit pas triste, mais qui soit un petit peu solennel pour bien marquer, pour que lui puisse bien comprendre. Vous voyez que finalement la mort, ça fait partie de la vie, que c'est naturel, qu'on est triste, et ça c'est normal, mais qu'en même temps la vie continue, vous voyez. Ouais, tout à fait. Je lui ai expliqué déjà pour la maman. Il n'a pas voulu en parler, mais je dis il faut quand même en parler, quoi. Donc je lui ai bien expliqué ça après la mort, tout ça, quoi. Je vais bien. Et par contre, c'est vrai que pour ce qui est de ça, justement, vous parlez de cérémonie, c'est vrai que, il n'a pas vu le papa après le décès, et il n'a pas vu la cérémonie pour l'enterrement, quoi. C'est pour ça qu'il faut que vous organisiez quelque chose, peut-être avec un peu d'autres familles un petit peu loin, ou des amis, ou quelqu'un que vous aimez bien, vous voyez. Voilà. Et puis aussi en parler au foyer, pour que même, parce que très souvent, ça c'est quelque chose maintenant qu'on travaille beaucoup dans les foyers, c'est que parce que justement, forcément, comme c'est des adultes, ils sont souvent touchés par le deuil
de leurs parents qui sont en plus souvent âgés. Et donc c'est important que tout le monde puisse en parler, le dire, qu'on lui manifeste. Même s'il y a un peu de pleurs et même s'il y a des larmes, mais ça permet aussi de matérialiser les choses et puis de s'appuyer là-dessus, vous voyez, pour continuer à avancer. On ne peut pas avancer si on s'appuie sur des sables mouvants ou quelque chose qui n'est pas précis. Et eux, encore moins que n'importe qui d'autre. Merci beaucoup, Sylvie, pour tous ces conseils. Là, vraiment. Mais vraiment, je vais vous dire que j'ai été vraiment touchée par votre amour fraternel, parce que quand vous dites qu'il fait plein de choses et qu'il est capable de faire plein de choses, c'est surtout dû au fait qu'il se sent aimé comme ça par vous et entouré. C'est ça qui lui donne toutes ces possibilités d'exprimer ses capacités qui sont grandes, mais s'il n'était pas aimé, il ne pourrait pas les exprimer. Donc vraiment, bravo à vous et puis bon courage pour cette période quand même de deuil difficile. Tout à fait. Et puis voilà, il a beaucoup de chance, je trouve. Merci pour vos conseils alors. Voilà. D'être aussi bien soutenu. Merci Sylvie de votre bienveillance. Merci à Dominique également et bon courage à vous, Céline. J'espère que ça vous a un peu rassuré. Oui, merci pour votre écoute et puis merci pour vos conseils aussi. Ça fait du bien et puis ça va beaucoup m'aider, quoi. Bon, tant mieux. Ça va beaucoup nous aider, pardon. Merci de votre confiance. Au revoir. Merci à vous, madame. Au revoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Oui, après tout ce que je viens d'entendre, pas mon problème, mais mon questionnement va vous paraître bien futile. Non, ça c'est vous qui le dites. Oui, enfin moi voilà. Je suis suivie depuis presque un an par un psychiatre pour une dépression liée à des deuils. Oui. Et donc depuis 2 ou 3 séances, à chaque fois que je vais la voir, ce médecin m'accueille avec un immense sourire en me disant « François, je suis ravie de vous voir, vous êtes ma récréation, j'aime beaucoup quand vous venez, je ne sors pas ma boîte de Kleenex, vous êtes toujours positive. » Et donc, à la dernière séance, je lui ai dit « Bon, les 50 euros, je vous les dois ou vous me les devez ?» Donc je me demande si je dois continuer ou pas, parce que c'est extrêmement futile ce que je vous dis, mais... Non, c'est tout sauf futile. Comment a-t-elle réagi quand vous lui avez dit ça? Elle a éclaté de rire. Oui, pourtant vous faites passer un message quand même. Je sais pas quel message, mais c'est vrai que dans ma famille, j'ai toujours été éduquée dans le fait qu'on devait cacher ce qu'on avait, soit sous l'humour, soit sous une certaine politesse. Oui. Et donc, je suis un petit peu étonnée de sa réaction, parce que voilà. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'aille pas finalement, au-delà de cette apparence. Oui, vous n'êtes pas dans le pathos. Voilà. Donc, alors vous n'êtes pas dans, mais qu'elle ne s'aperçoive pas qu'au-delà de cette apparence, de cet humour, de cette apparence où vous faites toujours bonne figure, oui, c'est vrai. Il y ait quand même une grande tristesse en vous. Oui, certainement. Oui, mais c'est un petit peu ce que vous me dites. C'est un petit peu bateau ce que vous me dites, parce que c'est vrai qu'on me l'a déjà dit. Mais je voudrais aller au-delà de ça. Ben oui, c'est bateau, bien sûr, mais elle devrait. Non, mais vous avez le droit de le dire. Mais elle. Oui. C'est-à-dire qu'en voyant que au fond vous êtes sa récréation, vous n'êtes pas là pour être sa récréation. Non, si vous allez la consulter, c'est que vous en avez besoin. Bien sûr. Donc quand vous lui dites les 40 euros, je vous les donne ou c'est vous qui me les donnez. Bien sûr que c'est dit avec humour. Néanmoins, vous faites passer un message. Oui, c'est-à-dire que c'est. Pas compris. Écoutez, en même temps, c'est en gros, elle vous dit, vous êtes sa récréation, donc c'est vous qui lui faites du bien. Oui. Il n'empêche que vous y allez parce que vous avez besoin d'aller mieux. Bien sûr, certes, mais ça fait donc j'ai annulé 2 rendez-vous parce que je me demande pourquoi j'y vais maintenant. C'est normal. Oui, bien sûr que c'est normal, mais oui, bon,
Je suis un petit peu dans le flou, si vous voulez. Non, vous n'êtes pas dans le flou. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'être dans le flou. Vous n'êtes pas dans le flou, c'est-à-dire que vous demandez, finalement, là, vous allez voir, ça ne vous apporte pas. Parce que vous n'arrivez pas à dépasser vous n'arrivez pas, elle vous enferme dans quelque chose où, au fond, bien sûr que par rapport certainement à des personnes qui vont mal et qui l'expriment, qui sont dans une souffrance, elle dit voilà Françoise, elle, ça va être plus léger. Mais du coup, elle vous enferme dans quelque chose où comme si vous ne pouviez pas exprimer quelque chose de plus lourd. Oui, mais est-ce que c'est moi qui m'enferme ou c'est elle qui m'enferme? À l'origine, c'est vous. Oui, ça j'ai bien compris. Le problème, c'est que on sait que parfois derrière des apparences, et comme vous dites, parce qu'il y a souvent une éducation derrière, où on n'exprime pas ses émotions, on doit taire par pudeur, par élégance, on ne doit pas montrer que l'on ne va pas bien. On ne doit pas s'étaler sur ses états d'âme. Eh bien, on a du mal à se défaire de cela, y compris quand on fait une démarche thérapeutique, alors que justement, on l'a fait pour cela, c'est-à-dire pas pour arborer un masque social, mais justement pour être dans l'intime. Et l'intime, c'est vraiment pour dire ce que l'on ressent, pour parler de sa vérité intérieure. Donc, il y a des gens qui arrivent avec un grand sourire, qui vont vous dire, avec un grand sourire, qu'ils se sentent très mal. Mais ils vont vous le dire avec un grand sourire. Oui. Et toujours très élégamment vêtus, bien maquillés, bien peignés. Ah oui, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais ils peuvent vous dire avec un grand sourire qu'ils sont très mal. Mais est-ce que c'est à... Et ils sont de fait très mal. Hein. Oui. Est-ce que c'est à elle d'aller au-delà des apparences ou c'est à moi de casser ce... Non, c'est à elle d'aller au-delà des apparences. Non, très bien. Non, c'est juste ce que je voulais savoir. C'est à elle de pas. Or là, en vous disant, elle situe l'échange sur un autre niveau. C'est-à-dire, vous êtes ma récréation. Vous êtes, même si, c'est-à-dire, évidemment, elle était très sincère en vous disant ça. Ah oui, ça, mais elle aurait pas dû vous le dire. Non, mais je n'émets aucun jugement. Hein. Je voulais simplement... Mais ce que je veux dire par là, c'est que la preuve, vous vous demandez si vous devez continuer ou pas. Oui, complètement, oui. C'est-à-dire qu'à un moment, elle devrait plutôt vous faire remarquer le décalage qu'il y a peut-être entre ce que vous donnez à voir... Et puis, ça, j'en suis consciente. Et puis, ce que vous devez quand même par moment exprimer, même si c'est par petites touches impressionnistes. Oui, certainement. Oui, c'est très. Oui, j'ai le sentiment d'être très futile quand j'ai entendu ce que les autres personnes. Oui, mais enfin, vous voyez, c'est symptomatique. Même là, vous dites, au fond, vous vous excusez d'appeler et vous parlez de futilité. Alors que quand même, ce que vous dites, Françoise, vous êtes allée voir un psychiatre pour une dépression suite à des deuils. Où est la futilité ? Vous parlez de dépression, vous parlez de deuil. Oui, on est très loin de la futilité. Oui, je sais que j'ai toute une éducation à reprendre, c'est vrai, oui. Ben oui, je pense. Alors ça se fait pas du jour au lendemain. Non, ça j'en suis consciente. Mais parler de soi, de sa tristesse, de un sentiment de solitude, d'abandon, d'une difficulté à vivre, c'est pas être dans le pathos. Pleurer, parfois laisser sortir, c'est pas être dans le pathos. Oui, mais quand j'exprime ma souffrance, en général, c'est violent. Donc je ne l'exprime plus. Ben vous avez peur, oui.
Vous avez peur de cette violence, que cette digue vous emporte. Mais en même temps, dans l'espace de la thérapie, le thérapeute est là pour contenir. Hein. Oui. Vous vous laisserez pas, vous laissera pas submerger. Non, bien. Et puis justement, cette violence, autant lui permettre de s'exprimer, parce que pour le moment, elle se retourne contre vous avec de la dépression. Hein. Oui, certainement, oui. Donc autant pouvoir en parler. Oui. Mais vous pouvez aussi aller voir quelqu'un d'autre. Hein, si oui, mais vous ne vous sentez pas comprise. C'est vrai que... Ou lui dire... Je ne me sens pas incomprise, hein, mais Mais vous pouvez peut-être lui dire, vous pouvez peut-être à ce moment-là aborder la prochaine fois quand vous la verrez, parler de ce décalage et dire, vous savez, quand je vous ai dit sous forme de boutade cette histoire de 40 €, finalement vous m'avez parlé de récréation. Moi, du coup, je me demande quel sens a ma démarche. Parce que je viens et... Oui, mais j'ai pas osé, donc j'ai annulé les rendez-vous parce que je n'ai pas osé... mais là, forcément... en cause elle, si vous voulez. Non, mais c'est la relation elle-même, elle doit réfléchir, c'est pas forcément là... On est forcément remis en cause dans ce métier, on se remet perpétuellement en cause, sinon on ne ferait pas ce métier. C'est le fait d'avoir dit ça, vous êtes parti sur ces mots, je vous dois les 40 €, je vous les donne, vous me les donnez. Vous annulez 2 rendez-vous. Forcément, ça interroge. Si ça l'avait interrogée, elle m'aurait rappelé en me demandant pourquoi vous ne venez plus. Donc elle ne l'a pas fait. Pas forcément. Pas forcément. Elle vous laisse aussi votre libre arbitre et elle pense que vous... Pas forcément. Non, tous ne le font pas. Je suis pas très sûre de ce que vous dites. Ça dépend, tous ne le font pas. Mais à vous de voir. Vous pouvez retourner la voir et lui dire. Et ça peut se débloquer, hein. En tout cas, ne pensez pas que ce que vous faites est futile. Je n'entends pas de futilité derrière. Hein. Merci en tout cas de votre appel, Françoise. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1.